Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un peu différente de d'habitude, enfin oui et non. Ça va plus être en fait une série un peu de réflexion, de constat. C'est pas vraiment un coup de gueule, c'est pas vraiment une analyse de la situation, c'est juste une série de questionnements, on va dire, sur un peu ce que devient le luxe, ce qui est devenu le luxe, ce que va devenir un peu, entre guillemets, le luxe. Donc je sais pas trop ce que ça va donner à la fin de cette vidéo parce que je l'ai préparé mais pas non plus énormément comme d'hab. Il y a certains thèmes en fait dont j'ai envie de parler avec vous. Après on enfonce un peu des portes ouvertes, hein, rien de bien nouveau, mais voilà, j'avais envie de parler de ça avec vous. Et il y a aussi l'expérience en fait d'une de mes abonnées qui m'a envoyé un message il y a longtemps, en janvier, donc là on est en juillet, donc j'ai mis un petit peu de temps à tourner la vidéo, qui m'a raconté une de ses expériences auprès d'une marque de luxe qui était assez choquante en fait, et c'est un peu parti de là la réflexion, et voilà. Donc je voulais en discuter avec vous et que vous me disiez un peu ce que vous en pensez. Donc c'est un peu en gros le luxe. Est-ce que le luxe existe toujours ou est-ce que maintenant c'est en gros soit un truc hyper mainstream qu'on voit un peu partout, ou alors est-ce que c'est il y a que de l'ultra luxe en gros, le truc intermédiaire, est-ce que c'est toujours vraiment logique, cohérent, enfin... Attention, je dis pas que je vais arrêter d'acheter du luxe ou tout ça, pas du tout. Je crache pas du tout sur le luxe, mais c'est juste, enfin vous allez voir. Vous allez voir ce que j'ai envie de vous dire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, parler de la chaîne autour de vous si vous avez des gens qui s'intéressent à la maroquinerie, au luxe en général. Et n'hésitez pas aussi à venir me parler sur Instagram si vous voulez papoter avec moi. Merci. Tout est parti, comme je vous disais dans l'intro, d'une l'une de vous qui m'a écrit en janvier pour me dire en fait vraiment une très mauvaise expérience qu'elle a eue auprès de la boutique Céline. Mais vraiment en fait un enchaînement de... Ouais, un enchaînement de mauvaises expériences en fait, sur toujours le même sac, mais un enchaînement un peu de problèmes avec la marque et clairement pas de mauvais traitement, c'est un peu fort, vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas d'accueil client vraiment très très contestable et très moyen. Et donc de là en fait, je sais pas, j'ai plein de réflexions qui me sont venues, et donc je vais vous en parler un peu au fur et à mesure, et à la fin à la fin, enfin je sais pas, au cours de la vidéo en tout cas, je vous résumerai un peu ce que m'a raconté cet abonné. Donc j'ai mon PC là, c'est pour ça que je regarde vers le bas, mais voilà, donc ce que j'ai été assez choquée en fait de ce qu'elle m'a raconté. Déjà, en première réflexion que j'ai, c'est qu'au final, le luxe, depuis quelques années, alors moi pour ma part c'est vraiment depuis le Covid que je m'y suis vraiment intéressée, que j'ai commencé à avoir les moyens d'en acheter tout ça, donc un petit peu avant le Covid mais surtout pendant le Covid, parce qu'en fait j'ai commencé à acheter des sacs de luxe en 2019, et en fait en 2020 je pense avec le Covid où clairement j'étais confinée, je m'ennuyais comme beaucoup d'entre vous, j'ai commencé à m'intéresser aux chaînes YouTube, à regarder des chaînes YouTube de luxe notamment, à me renseigner avant d'acheter un sac. Je me dis tiens je vais regarder une vidéo sur le sujet, est-ce que je trouve des infos sur le sujet, savoir est-ce que le sac il correspond à mes attentes, la taille, ce que ça donne en vrai, vu que de toute façon on ne pouvait pas se déplacer en boutique. Donc c'est vraiment à partir de là que je m'y suis intéressée. Donc dans la foulée je me suis aussi abonnée à des chaînes Instagram, et donc j'ai commencé vraiment à consommer du luxe, on va dire visuellement, et également à acheter. Après, je veux dire, ça s'est enchaîné. J'avais commencé à acheter en 2019, mais j'ai de plus en plus acheté après, au final, après 2020, après le premier confinement. Et surtout qu'on avait fait des économies en plus pendant ce confinement, vu qu'on n'a pas voyagé. Ça permettait d'investir dans le luxe. Et donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je me suis sentie bombardée par le luxe, mais aussi du fait que j'ai des chaînes que je regarde, mais quand bien même, quand on regarde la télé-réalité, j'ai été une grosse consommatrice aussi de télé-réalité pendant longtemps. Maintenant j'ai arrêté parce que ça, il me saoule les Marseillais, tout, j'ai envie de les taper mineurs. Je pense que j'ai trop regardé, ça m'a saoulée. On voit trop les ficelles maintenant, c'est trop gros, enfin, je trouve ça plus du tout naturel, voilà. L'époque des ch'tis, c'était quand même beaucoup plus fun, mais discours de vieille, voilà. Et donc au final, je trouve à force de consommer de la télé-réalité, toutes les influenceuses, enfin tout le monde, au final, tout le monde a du luxe, tout le monde a des sacs de luxe. Moi je vais vraiment parler pour la partie surtout sacs ou des accessoires, je veux dire, que ce soit les chaussures Oran, que ce soit les ceintures Hermès, Céline et compagnie, Triomphe, là, je veux dire, on voit quand même certaines pièces tout le temps, partout. Il y a des pièces que tout le monde a, que tout le monde veut, qui sont hyper désirables. Je veux dire, on voit tout le temps les mêmes bijoux, les bijoux Cartier, le Love de Cartier, le Justin Clou par exemple, les Van Cleef là, les Alhambra et tout ça. Il y a certaines pièces qu'on voit vraiment sur tout le monde, enfin sur tout le monde, en tout cas sur les réseaux sociaux ou à la télé, en télé-réalité, tout ça. Et donc au final, on peut se dire, à la base, ce qui fait la force, enfin, comment dire,
enfin ce qui fait l'intérêt en tout cas du luxe, une partie de l'intérêt c'est certes le savoir-faire, la qualité, l'histoire de la maison, mais c'est aussi l'exclusivité, la rareté des pièces. Là en fait on se rend compte, maintenant c'est que ça, c'est ce que je dis dans l'intro, que maintenant le luxe c'est devenu un peu mainstream, et qu'en fait tout le monde en a, tout le monde en veut, et on a l'impression que tout le monde en a, tout le monde en veut, ouais, peut-être, enfin, beaucoup de gens en tout cas. Après, tout le monde n'a pas les moyens d'eux, mais on se rend compte qu'il y a quand même des pièces un peu entrée de gamme, et il y a beaucoup de gens qui peuvent en avoir. Alors, c'est plutôt une bonne chose, je trouve que ça se démocratise, donc c'est bien parce que c'est accessible, enfin c'est accessible oui et non, parce que les prix augmentent en parallèle, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de plus en plus de gens en tout cas, qui en ont, qui connaissent, qui reconnaissent, et qui ont envie de consommer ou qui consomment. Donc après, est-ce que c'est une mauvaise chose? Je sais pas, mais en tout cas, moi, ce que je dis juste, c'est que, je veux dire, ça m'empêche pas du tout d'acheter, et je suis contente aussi d'avoir des pièces que tout le monde a, enfin, je veux dire, je suis contente d'avoir un Chanel, enfin, vous voyez, c'est pas la question, c'est juste qu'en gros, on a un petit peu perdu ce côté exclusivité de la pièce, puisque, je veux dire, si par exemple le Neverfull de Vuitton, on le voit partout. Après, c'est là aussi on voit que la politique des marques évolue pour rendre certaines pièces, justement, qu'on voit trop souvent, difficiles à acquérir avec un système de liste d'attente, ou Hermès Game, ou limiter le nombre de pièces qu'on peut acquérir par an, comme peut faire Chanel par exemple. Mais voilà, est-ce que, au final, est-ce qu'on peut toujours considérer vraiment que c'est du luxe, dans le sens où c'est aussi démocratisé que ça? En fait, c'était juste ça ma question, enfin mon questionnement, c'est est-ce que c'est vraiment cohérent avec ce qu'était le luxe avant? Mais après, c'est aussi l'effet pervers ou au contraire l'effet bénéfique des réseaux sociaux, c'est que les choses, bah, tout est beaucoup plus accessible, tout est beaucoup plus visible et on parle beaucoup plus des choses. Donc voilà, c'est... Après ça c'est un peu notre époque qui est comme ça, mais donc bon, vous voyez, il n'y a pas vraiment... La réflexion, elle a pas... C'est ni une critique, enfin, ni un truc comme quoi c'est bénéfique, c'est juste un constat en fait, c'est que bah voilà, c'est... Le monde change en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'était juste une réflexion comme ça. Et il y a aussi le côté surconsommation, où au final on se rend compte, bah, surtout quand on suit certaines influenceuses, mais qui je pense ont des moyens financiers très importants, donc après c'est difficile, faut pas se comparer, mais c'est humain, on se compare quand même. On se rend compte que les gens consomment énormément de luxe, enfin consomment énormément de manière générale, en plus il y a beaucoup de choses qui leur sont offertes, donc c'est un peu difficile de faire la part des choses entre ce qui a été offert et enfin elles sont censées le signaler maintenant avec les nouvelles règles de l'influence, mais bon, quand bien même, des fois on sait pas forcément est-ce que ça a été offert, est-ce que celles qui se le sont achetées, mais en tout cas on peut juste constater qu'il y a certaines personnes, chaque nouvelle photo, chaque nouvelle vidéo, c'est un sac différent, c'est une paire de chaussures de luxe différente, c'est des bijoux différents, c'est une nouvelle ceinture, un nouvel accessoire, une nouvelle fringue Louis V ou je ne sais quelle marque, enfin... Donc il y a aussi ce côté surconsommation où je trouve en fait que c'est un peu antinomique de dire le luxe et la surconsommation. Pour moi c'est des choses qui sont pas censées aller avec, sauf pour les ultra riches où c'est spécial, on les met de côté à la limite. Mais sinon le luxe c'est quand c'est censé être quelque chose un peu confidentiel, et donc on n'est pas censé que surconsommer. Mais en même temps je peux en parler. Enfin, je veux dire, personnellement j'estime que j'ai quand même 16 sacs de luxe. Ça n'a pas trop de sens, c'est un peu de la surconsommation quand même. Enfin je veux dire, il y a un moment, est-ce qu'on a besoin d'avoir 16 sacs à main différents? Est-ce que j'ai 3 cabas par exemple? Est-ce que j'ai besoin d'avoir 3 cabas? Non. Est-ce que j'ai besoin d'en avoir un? Éventuellement un ça peut être pratique. Mais en même temps, je peux faire le même taf avec un tote bag que j'ai eu gratos chez Cézanne. Enfin vous voyez ce que je veux dire? C'est... Voilà, c'est après ça, c'est un peu... En fait c'est toujours pareil, c'est l'effet pervers un peu... Enfin, pervers. Oui, si, parce que là en termes de écologie, tout ça, c'est vrai que en plus clairement ça n'aide pas la planète, on va dire, de surconsommer. Mais voilà, c'est les choses, on les voit sur les réseaux sociaux, on a toujours envie de plus. Enfin, ça après c'est l'humain, on a de l'argent, je veux dire on le dépense comme on a envie, après il n'y a pas de jugement de valeur, parce que pour le coup je le fais, moi je surconsomme en fringues, en bouffe, en sac, enfin il y a en bijoux, en tout ce que vous voulez. Mais au final c'est ça, c'est est-ce que ça fait pas un peu perdre de valeur d'une certaine façon le luxe en fait, le fait de surconsommer, de le voir partout et de... Limite on a des choses, c'est à peine si on y prête attention peut-être, est-ce qu'on profite vraiment du savoir-faire, de la pièce, de l'artisanat qui est derrière, de l'histoire de la maison. Je pense que ça maintenant c'est des choses, à part pour les passionnés comme nous, je sais pas, j'ai l'impression que, enfin en tout cas sur certaines... Je veux pas généraliser, parce qu'il y a des gens qui sont fans de luxe de manière générale aussi chez les influenceuses et tout, mais côté télé-réalité et tout, je pense que ça dessert un peu, hein. Forcément plus de batterie, voilà, bref. Donc oui, en gros, ce que je voulais dire, c'est que des fois, j'ai l'impression un peu que ça n'a pas de sens. Un peu qu'on a un peu perdu le sens pas de ce qu'on fait, enfin chacun fait ce qu'il veut, mais juste par rapport au concept de luxe. Enfin, je sais pas si on considère que c'est un concept, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que... Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a perdu un petit truc un peu, mais... Après je pense ouais c'est vraiment cette démocratisation, les réseaux sociaux à fond et tout ça, mais en même temps moi je suis très contente de ma collection et de mes pièces, et pour le coup moi ça m'intéresse l'histoire des maisons et tout ça, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui achètent juste pour acheter un peu et juste pour
pour se faire voir, enfin vraiment le côté bling bling un peu... Moi je trouve ça moins intéressant, mais après voilà, enfin tant mieux pour les maisons qui vendent plus hein, à la limite. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un gros côté où on s'affiche, genre il faut absolument, je sais pas, si on est sur les réseaux sociaux, il faut absolument avoir un Kaylee, il faut avoir un Timeless, il faut avoir des Oran, enfin vous voyez, il faut avoir certaines pièces genre pour être dans le game, enfin Et je trouve ça a pas de sens en fait, mais... Je sais pas, des fois on se demande, les gens ils ont les pièces, mais on se demande mais est-ce qu'au moins ils les trouvent jolies quoi, enfin est-ce qu'ils y voient au moins un intérêt par rapport à s'ils avaient acheté des claquettes à Gémeaux, enfin... Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu juste le truc, c'est j'ai de la thune, donc parce que j'ai de la thune je vais acheter du Hermès ou du Chanel ou je sais pas quoi, mais pas vraiment parce que je trouve ça beau et parce que ça me fait plaisir, enfin... Vous voyez ce que je veux dire? Et ça je trouve ça un peu dommage, mais après c'est peut-être moi qui surinterprète les trucs. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Et donc ça amène aussi cet excès, cette surconsommation bah, au problème number one du monde du luxe, qui est la contrefaçon, puisque c'est de notoriété publique maintenant que certaines influenceuses, stars de télé-réalité, tout ce que vous voulez, je sais pas s'il n'y a pas des Kardashians aussi qui se sont fait toper là-dessus, là je suis pas sûre, hein, je suis pas sûre de moi, mais en gros, donc des personnes qui ont de l'argent, mais parce qu'elles jouent pas le jeu du Hermès Game, parce qu'elles ont pas les moyens d'acheter en boutique, ou parce qu'on veut pas leur vendre, je pense. Parce que Hermès avait quand même à un moment... Il y a Louboutin, je crois, qui avait demandé à ce que leurs chaussures n'apparaissent pas dans la télé-réalité en France. Je sais pas si Hermès aussi, ça les faisait pas un peu chier à un moment que toutes les meufs de télé-réalité se trimballent avec des sacs Hermès, où ils trouvaient que ça niquait un peu leur image, entre guillemets. Vu que ces personnes-là, elles veulent des sacs, parce que ce côté surconsommation dont je viens de parler, elles vont s'en procurer un peu par tous les moyens, alors soit sciemment, soit sans faire attention, elles vont acheter de la seconde main, de toute façon pour un sac Hermès c'est beaucoup plus facile d'acheter en seconde main, si on a l'argent, on peut se procurer un sac entre guillemets facilement, bon pour bien plus cher qu'en boutique, mais en tout cas on peut l'avoir plus vite, et donc certaines personnes qui vont s'afficher sur les réseaux avec des faux, avec des contrefaçons, des super fakes et tout ça, et là je trouve que ça devient vraiment problématique, parce qu'en gros, pour vendre du rêve à ses abonnés, pour être en mode bling bling à fond et genre à fond sur les dernières tendances, parce qu'au final c'est quand même cyclique, enfin on voit je sais pas les Birkin et Kelly, je pense qu'il y a quelques années on entendait quand même beaucoup moins parler, là c'est vraiment devenu à fond, comme le Timeless, hein, il y a quelques années ça faisait vraiment mémère, et là depuis quelques années tout le monde en veut, tout le monde en a, tout le monde l'a hein, vraiment sur les réseaux. Et ben conclusion, les gens ils achètent des faux et ils se gargarisent avec des faux sur les réseaux sociaux. Il y a un site d'ailleurs, il y a un site Instagram, comme ça je vous mettrai si je retrouve le nom quand je fais le montage, qui... comment dire, qui tag en fait quand il est sur les réseaux, quand il voit des faux, en fait, en disant mais où est-ce que t'as acheté ton sac, c'est un faux... Et c'est assez édifiant en fait le nombre de stars entre guillemets d'Instagram et autres qui s'affichent avec des faux. Déjà de toute façon la contrefaçon c'est déjà c'est un délit. C'est complètement illégal, mais surtout ça finance tous les marchés parallèles dégueulasses, tous les trafics, que ce soit traite d'êtres humains, trafic d'armes, toutes les mafias, Daesh et compagnie, tout est financé par de la contrefaçon, que ce soit contrefaçon, donc habits, maroquinerie, médicaments, un des pires fléaux c'est la contrefaçon de médicaments. Bon là c'est pas trop l'objet de notre vidéo, nous on va plutôt rester sur tout ce qui est luxe. Mais voilà, faut le savoir, quand on achète de la contrefaçon, derrière on finance des trucs qui sont pas très très reluisants. Certes on est content, on a un super sac pas cher, mais donc non seulement ça finance des réseaux dégueulasses, en plus en termes, on sait pas comment, comment ça a été fabriqué, on sait pas avec quel matériau, potentiellement ça peut être avec des produits nocifs, les traitements sur certains plastiques, ou même si c'est du cuir, c'est pas forcément... je veux dire, en Europe on a quand même des normes au niveau des fabrications et tout ça, là on sait pas comment ça a été fabriqué, on sait pas avec quel type de matériau, je veux dire ça peut être des choses allergisantes, ça peut être des choses toxiques, donc faut vraiment faire attention, ça peut être dangereux en fait, la contrefaçon c'est pas juste oh je suis content, j'ai acheté un truc qui ressemble à du Chanel à 10 balles, enfin il y a quand même derrière des vrais risques, et après voilà, ne serait-ce que... Après c'est aussi le vol d'un modèle déposé d'une marque, c'est comme si on vous volait vos affaires à vous, enfin ouais, après voilà, c'est aussi c'est ça aussi. Donc vous voyez, mais c'est pas juste on s'en fout, Chanel, Louis Vuitton, ils sont pas à ça près, c'est pas la contrefaçon qui va niquer leur business et tout. Oui, alors on peut penser comme ça, effectivement, en soi économiquement, ça a un impact énorme, hein. Économiquement le marché de la contrefaçon c'est un truc énorme, je veux dire, c'est pour ça que les réseaux
Les réseaux terroristes et tout, ils ont de la thune, hein. Enfin c'est pas que ça, mais c'est quand même une grosse partie, enfin je veux dire en termes de réseau, enfin de trafic et tout ça, c'est quand même un des trucs les plus, malheureusement les plus importants, mais il peut aussi y avoir des risques pour le consommateur en fait derrière. Et de toute façon c'est illégal, donc si on vous chope avec une contrefaçon, vous allez vous prendre une amende, enfin c'est un délit, enfin c'est quand même assez grave. Donc voilà, mais je trouve que ça fait aussi perdre, enfin forcément ça ternit l'image du luxe, ce marché de la contrefaçon, d'autant plus avec des gens qui s'affichent sciemment. Je veux dire, il y en a certains, autant je pense qu'il y a certaines personnes qui se sont fait avoir, elles ont acheté de la contrefaçon en seconde main, bon bah se sont clairement fait avoir, et là c'est clairement une arnaque, faut porter plainte et tout ce que vous voulez, mais il y en a certains qui savent très bien et qui s'affichent sur les réseaux sociaux alors qu'elles ont des dizaines, des centaines de milliers d'abonnés, et là moi je trouve que ça pose quand même un problème, elles, leur image, ce qu'elles vont renvoyer, et le fait que ça ne dérange pas les gens. Je veux dire, à un moment c'était limite trendy, là j'avais vu un article aux États-Unis où c'était limite trendy d'acheter de la contrefaçon, enfin mais non, enfin derrière c'est dramatique en fait. Autre point que je voulais voir avec vous sur le fait que voilà, le luxe, vous savez que dans le titre j'ai mis illusoire, je crois, enfin j'aurais peut-être changé le titre d'ici là, mais à un moment je pensais à mettre le luxe est-il illusoire d'une certaine façon, vu qu'on voit que c'est devenu tellement mainstream et tellement fourvoyé un peu que ça... Pas ça rime à rien, bien sûr que non, mais vous voyez où c'est un peu... Après là c'est voir un peu tout le côté noir du truc, donc voilà, mais ce qu'on a aussi également, tout ce qui est problème de qualité, qui est quand même récurrent chez certaines maisons ces derniers temps, et où je trouve ça devient assez inquiétant, voire quand même assez inquiétant, et en plus... Il y a aussi eu des scandales au niveau des conditions de fabrication. Je sais que Mademoiselle Tweed a fait une vidéo il y a quelques temps sur un article Mediapart sur les conditions de fabrication chez Chanel, qui était édifiant, où clairement les ouvrières sont traitées, on peut le dire, comme de la merde. Et j'avais vu un article un peu équivalent, mais qui date un petit peu, sur Vuitton aussi, où les conditions de travail apparemment étaient pas dingues dans les ateliers, et où il y avait affaire à beaucoup de sous-traitance. Donc en gros c'est même pas la marque elle-même qui fabrique certaines pièces, c'est sous-traité. Donc je sais pas si c'est toujours d'actualité, parce que ça date d'il y a quelques années, et honnêtement j'ai pas recherché. Mais je trouve que ça pose des questions aussi, comment par exemple chez Chanel on peut avoir autant de problèmes de qualité. Dire, moi j'ai eu un problème quand j'ai acheté mon 2,55, vous savez, il y avait un point qui s'était défait au bout de une... quand j'ai tourné la vidéo, le unboxing, le point s'est défait, et quand je l'ai amené en boutique, c'est un problème connu, on me dit « Ah bah oui, ah bah c'est souvent que ça arrive, bah, ils vont vous le renforcer à l'atelier. » Vous le savez, bah renforcez-le tout de suite. Et tous les problèmes, par exemple le sac métis à une époque, il y avait de notoriété publique, le rabat, il y avait un problème avec le rabat, c'était normal. Énormément de Chanel Timeless où le rabat est pas droit là, ça on en a vu beaucoup comme ça aussi. Moi mon sac Céline, que certes j'ai acheté en outlet, mais peu importe, la qualité c'est censé être la même sur les outlets Céline. Bah pareil, j'ai eu un problème de qualité tout de suite, où le cuir s'effrite un peu, enfin pas vraiment s'effrite, mais en tout cas s'abîme à certains endroits au bout de 10 minutes d'utilisation. Pourquoi en fait? Et on avait également vu l'année dernière le Chanel 22 quand il est sorti, où il y avait plein de modèles, notamment les modèles qui étaient dans un cuir rose. Alors c'est peut-être ce cuir là qui avait un problème, mais quand bien même il est sorti des ateliers, il a été vendu en boutique, donc c'est qu'il a passé les contrôles qualité internes de la marque. Donc c'était en fait le cuir qui, je sais pas comment dire, enfin il y avait des endroits où le cuir il se délitait en fait. Et j'ai vu, c'était surtout les Américains, j'ai vu plusieurs vidéos comme ça de sacs avec le cuir qui se délite un peu alors que le sac est complètement neuf et qui sort de boutique. Donc je trouve ça assez inquiétant. On a quand même... Enfin je pense qu'on pourrait chercher sur d'autres marques. Bah là on va avoir le témoignage sur le SAV Céline, mais enfin je veux dire c'est pas normal. Et donc ça amène à un autre problème lié, où au final les SAV sont pas dingues. Les SAV ne sont pas dingues, et donc là je vais vous lire un peu ce que m'a dit l'abonné. Donc en gros cette abonnée elle avait acheté un mini luggage en couleur qui s'appelait Green Army, donc c'était une couleur saisonnière. Donc elle était hyper contente de son sac, c'était vraiment son sac Gaulle. Et en fait elle a remarqué assez rapidement que son sac présentait des espèces de traces de frottement, et qu'en gros la couleur s'en allait, alors que normalement c'est un cuir un peu grainé, c'est un cuir très résistant chez Céline normalement, enfin c'était bizarre un peu. Donc elle l'a ramené en boutique, là le conseiller aussi a trouvé ça bizarre, donc le sac a été envoyé au SAV. Alors 1 mois et demi après, le sac revient du SAV, 1 mois et demi déjà quand même, ça c'est chiant. Et au final il s'est avéré que 1 mois et demi, et ils n'ont rien pu faire, et en plus non seulement donc elle avait les problèmes que elle avait signalés, et en plus il y avait des taches sur son sac qui avaient été faites lors du passage au SAV. Déjà on n'est pas bien. Donc là il renvoie le sac
en SAV une seconde fois en urgence, et derrière elle a pas de nouvelles. Pas de nouvelles, ok, trop bizarre. Donc au bout d'un moment, elle recontacte sa boutique, on lui dit que le sac est toujours aux ateliers, et 2 jours après, il y a la responsable de la boutique, c'était une boutique sur Paris, qui l'appelle pour lui dire, et là, pompon, je pense que moi j'aurais chialé, on lui dit que le transporteur, donc UPS, a perdu son colis. Donc en gros son sac a été perdu. Donc derrière le transporteur ne répond, enfin en gros il retrouve pas le sac. Là la responsable de la boutique lui propose soit un avoir au prix d'achat, sachant qu'entre temps les prix ont augmenté, donc non c'était au prix d'achat à l'époque, soit un remboursement au prix d'achat, sachant que le sac qu'elle avait, vu que c'était une couleur saisonnière, et ben c'était mort, il pouvait pas lui retrouver le même sac. Genre ils pouvaient même pas lui refabriquer. Enfin genre ils ont pas dans les... Enfin je veux dire ils ont SAV, c'est que dans les archives ils gardent forcément des cuirs de toutes les couleurs qu'ils ont fait, je suppose, sinon c'est n'importe quoi, voilà. Donc en gros elle pouvait pas, donc son sac était perdu, sachant que c'était un sac qui avait une valeur sentimentale, puisque ça avait je crois été acheté par son petit ami, quelque chose comme ça. Et en gros on lui propose le bon d'achat donc à la valeur de quand elle l'a acheté, sachant qu'entre temps les prix ont augmenté. Déjà c'est pas super commerçant. Elle rajoute que quand elle a été en boutique pour aller au SAV, à chaque fois elle était pas très bien reçue. Elle dit, enfin, elle me met pas spécifiquement, mais elle me dit que c'est à la limite de l'irrespect. En plus, elle me dit qu'elle est toujours restée polie, calme et vraiment tranquille, alors que clairement elle aurait pu s'énerver. Donc, je veux dire, ça a d'autant moins d'intérêt. Enfin, le SAV, bon après voilà, le client est pas content, le client a le droit d'être pas content et le client est roi, mais le client doit rester poli et courtois, bien sûr, ce qu'elle a fait. Mais apparemment, en plus, elle a été mal reçue. Donc, génial. Donc, au final, elle a choisi de prendre le remboursement. Pour obtenir son remboursement, elle a dû se rendre en boutique. Et en fait, ils l'ont un peu parquée dans le magasin. Elle a dû faire la queue, on va dire la queue normale, alors qu'ils savaient très bien qu'elle venait pour le SAV. Elle a attendu plus d'1 heure. Donc, elle a attendu plus d'1 heure debout dans le hall de la boutique. Sympa. Derrière, ils la font monter au premier étage de la boutique et ils la parquent un peu dans un coin. Entre temps, ils servent d'autres clients qui sont arrivés après elle, et elle, ils la laissent encore poireauter alors qu'elle a déjà attendu 1 heure. Hein. Et là, au bout de comment on me dit ça, d'un quart d'heure, ils lui ont proposé à boire. Donc là, ça fait déjà 1h15 qu'elle attend. Et finalement, ils se sont occupés d'elle. Elle a attendu en tout 1h45 pour avoir son remboursement. Et ils ont attendu la fermeture de la boutique. Donc soit ils avaient peur qu'elle fasse un scandale devant les clients en disant que c'était pas normal, que non seulement ils ont pas pu réparer son sac, ils l'ont taché, ils l'ont perdu. Bon, ils disent que c'est UPS. Enfin après, je veux dire, il y a un moment, on sait pas non plus exactement ce qui s'est passé. Mais quand bien même, et derrière le service client n'est pas aux petits soins, elle est mal reçue, on la parque dans un coin et on lui fait attendre quasiment 2 heures. Mais voilà, et conclusion, la meuf elle a perdu son sac en fait. Donc voilà, enfin moi je trouve ça hallucinant, et je trouve que ça renvoie un peu aussi au fait, donc là le SAV qui est dégueulasse, il y en a plein des témoignages comme ça de SAV dégueulasses, là c'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà. Moi j'ai jamais trop eu affaire à des SAV donc je peux pas témoigner, mais on a aussi l'accueil en boutique de manière générale qui est pas forcément ouf. Moi je sais que par exemple à Chanel Cambon, j'ai eu un accueil pas dégueu, mais pas non plus fou. J'ai trouvé qu'elles étaient un peu hautaines, les dames dans le magasin, enfin moi celles qui s'étaient occupées de moi, contrairement par exemple au Chanel au Bon Marché où là j'étais tombée sur quelqu'un d'adorable. Là au Chanel Cambon c'était très moyen. Également chez Loewe, je vous ai fait le unboxing du sac qui est juste là il y a pas longtemps. Chez Loewe en fait c'est pas qu'on est mal accueilli, tout le monde est très gentil, mais par contre vous payez au milieu de la boutique comme ça, on vous fait attendre quand même assez longtemps avant de payer. Au moment, enfin c'est à vous de demander s'il y a d'autres couleurs, enfin le vendeur en fait il s'occupe de plusieurs personnes en même temps, et au final quand après vous êtes un peu obligé de l'attendre, enfin donc normalement je veux dire, donc le luxe qu'on veut c'est de l'exclusivité, c'est un service un peu, même si on n'est pas VIP, mais quand même un service haut de gamme en boutique, un accueil chaleureux mais quand même pas non plus collant, enfin je sais pas comment dire, mais un accueil qui va avec le prix de ce que vous allez acheter en fait. Et c'est vrai que des fois maintenant on a l'impression que qu'on soit chez Loewe, chez Chanel ou chez, je dis n'importe quoi, chez Zara, il n'y a pas une distinction dingue, alors que normalement on est quand même, enfin on paye aussi une partie pour le service. Et alors là, bon l'exemple du SAV est édifiant et je pense que la pauvre elle a cumulé un nombre de problèmes, enfin elle a vraiment pas eu de chance d'ailleurs. Merci beaucoup pour ton témoignage et désolée d'avoir mis autant de temps à faire la vidéo. Mais quand même, enfin quand bien même, je trouve que ça témoigne que le client est quand même un peu méprisé en fait. Et je pense, mais ça vient aussi du fait de ce côté surconsommation et du côté un peu mainstream maintenant et de la démocratisation du luxe, c'est qu'il y a un peu maintenant tout le monde dans les magasins de luxe. Tout le monde est n'importe qui, je sais pas, je veux pas stigmatiser ou quoi, mais je pense en fait c'est pour ça qu'ils ont baissé aussi la qualité du service, et peut-être les gens achètent plus, mais pour des sommes peut-être moins chères, je sais pas, et donc c'est moins intéressant pour les magasins, enfin je ne sais pas, mais en tout cas je trouve ça hallucinant, le nombre de témoignages où les gens sont pas très bien reçus en boutique. Ouais franchement je pense chez Vuitton, quelle que soit la boutique, j'ai toujours été bien reçue. J'ai été dans plusieurs villes, dans plusieurs Vuitton, je trouve que c'est toujours top.
Fendi, très bien reçu aussi. Chanel, bof. Dior, j'avais pas trouvé ça dingue, j'avais été à la boutique Montaigne. Déjà bon, faut faire la queue dehors et tout. Et après en fait franchement il n'y a jamais un vendeur qui m'a demandé si je cherchais quoi que ce soit. Enfin j'étais si j'avais voulu acheter un truc, je pense que j'aurais galéré pour trouver un vendeur pour me vendre un truc. J'y allais juste pour visiter la boutique parce que vous savez c'était le nouveau flagship qui avait réouvert. Mais bon, heureusement à la limite. Voilà. Quelle autre expérience? Je sais pas là, j'ai pas d'autres idées. J'ai jamais. Si j'ai été une fois chez Hermès. Non, j'ai été 2 fois chez Hermès, non, accueil là pour le coup bien, par contre ils avaient pas de sac à proposer, enfin il y avait... Mais non, là on peut pas dire en tout cas, bon, après il y avait personne, c'était genre la boutique de Montpellier qui est minuscule, et la boutique de Lyon, pareil, il y avait personne, donc forcément là on était bien reçus. Mais et chez Céline, moi j'ai toujours été bien reçue. Là c'est vrai que, mais elle, enfin je veux dire, quand même, c'est à peine s'ils se sont excusés que le sac était perdu, et en plus ils proposent même pas le remboursement avec au moins une petite compensation où ils peuvent faire un petit cadeau VIP, enfin ils peuvent vous offrir un petit truc, je sais pas, mais au moins en compensation. Enfin je veux dire, la personne elle a quand même perdu un sac qui avait un attachement spécifique, et elle l'avait envoyé au SAV, enfin c'est quand même hallucinant. Déjà la première fois ils lui tâchent et après ils lui perdent, enfin... Moi, sa place, ouais, ça m'aurait vraiment dégoûté. Hein. Enfin, ça l'a dégoûté, je pense qu'elle l'achètera plus jamais chez eux. Hein. Donc voilà, je trouve aussi ouais, le fait que cet accueil, voilà, ce soit pas top. Et on voit en fait les boutiques qui essayent un peu de contourner ça, puisqu'on sait que, bah, par exemple, chez Hermès, si on veut un certain sac, enfin si on veut les sacs iconiques, il faut prendre rendez-vous. Chez Chanel, il y avait une rumeur à un moment, je sais pas où ça en est, qu'ils allaient ouvrir des boutiques VIP, et pour pouvoir accéder à ces boutiques-là, en gros le Pékin moyen il peut pas, il faut être, donc comme son nom l'indique, un VIP, donc quelqu'un qui consomme, enfin, j'imagine qu'il y a un certain panier d'achat chez Chanel chaque année, enfin je sais pas comment ça va marcher, mais on voit que les boutiques elles essayent de contourner et elles essayent de pousser en fait les articles de plus en plus chers, donc ça doit augmenter les prix pour essayer de réduire la clientèle et de retrouver ce côté exclusivité. Donc toutes les marques qui augmentent les prix, toutes les marques qui poussent les pièces les plus chères, par exemple Vuitton qui pousse à fond toutes les pièces en cuir, notamment le Capucine qui est leur haut de gamme et les sacs à plus de 5-6 000 euros. Donc voilà, après tout ce qui est le Hermès Game là où vraiment il faut montrer patte blanche pour avoir un sac, on voit que chez Chanel ça commence un peu à s'en rapprocher puisque les iconiques, eh ben, il faut, on peut en acheter qu'un certain nombre par an, ils en ont de moins en moins, etc. Vuitton également qui met en place des quotas sur certains sacs, la rumeur comme quoi le Neverfull on l'aura qu'en s'inscrivant sur une liste d'attente en boutique, mais que sinon je crois qu'il sera même plus disponible en ligne. Donc ils essayent en fait de créer comme ça une rareté, pour avoir, je sais pas, plus de désirabilité et surtout que ce soit moins facile à obtenir pour ouais, vraiment garder ce côté exclusif. Est-ce que c'est pas trop tard? Je sais pas. Dernier point que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo qui va être beaucoup trop longue, c'est le nombre de collections. Moi je trouve, je l'ai déjà dit sur une vidéo Vuitton, c'est peut-être pas vrai dans toutes les marques, c'est pas vrai par exemple chez Hermès, mais je trouve que ce soit chez Chanel, chez Vuitton ou toutes ces marques là, je trouve qu'il y a tellement de collections dans l'année qu'on a un peu du mal à suivre. Et donc les modèles au final, les nouveaux modèles au final sont sold out très vite. Il faut être un peu à l'affût, faut suivre absolument pour le coup les réseaux sociaux pour savoir quand sort la nouvelle collection, les nouvelles pièces qui sont dans cette nouvelle collection, si on les veut, il faut être hyper réactif. On n'a pas trop le temps, on n'a plus trop le temps de réfléchir en fait maintenant vu que il y a tout le temps des nouvelles collections, des nouvelles pièces qui sont sold out tout de suite, même les iconiques, bah, si on les veut, il faut s'armer de patience, mais en même temps, faut pas être trop, enfin, faut quand même se bouger le cul assez vite parce que les prix augmentent tout le temps. Donc en gros, si une pièce est disponible, elle nous plaît, il faut la prendre tout de suite. Donc il y a ça aussi où normalement, je sais pas, je me dis un achat de luxe, un achat très cher, c'est un truc qui demande une réflexion, de se poser un peu, de réfléchir et tout ça avant d'acheter, d'investir sur une pièce qui coûte quand même plusieurs milliers d'euros. Et maintenant, en fait, il faut aussi être dans l'efficacité, aller vite, parce que le marché va vite et que les collections tournent tout le temps. Si, je sais pas, vous avez repéré un Chanel d'une couleur qui est sortie, là, qui vous plaît déjà pas, de la collection Cruise par exemple, bah faut l'acheter tout de suite en fait, parce que peut-être dans 2 jours, il y sera déjà plus. Ou peut-être qu'il y est déjà plus, il est peut-être déjà tout vendu avant même d'arriver en boutique. Enfin, je trouve que ça rajoute un... Alors ça, pour le coup, ça joue bien sur la rareté, mais je trouve que ça... Je sais pas, ça crée une espèce de distance et de... Je sais pas comment expliquer, mais en gros, faut se positionner très vite, faut dégainer la carte bleue directe. Et je sais pas, moi, pour moi, le luxe, il y a quand même un côté un peu consommation lente, vous savez, un peu le slow. Je
je sais pas comment ça s'appellerait, mais c'est entre fast food et slow food, enfin, ce serait un peu le truc, ouais, consommation lente, un truc un peu réfléchi, même si c'est... Bon, il peut y avoir de l'achat impulsif et tout ça, après tout le monde ne peut pas se permettre un achat impulsif à plusieurs milliers d'euros, enfin, voilà. Donc là, je trouve, en fait, on n'a pas trop le temps, et si on veut l'article, finalement, on se dit, bah au pire, j'achèterai en seconde main. Bah ouais, mais en seconde main, les prix, en général, si c'est des pièces vraiment rares, ce sera plus cher, donc on aura encore moins les moyens. Et puis surtout, il y a toujours le risque de se faire avoir sur une contrefaçon. Il y a toujours un risque quand on achète en seconde main, on n'est jamais à 100% sûr que le truc est, même en passant par toutes les plateformes connues, reconnues qu'on veut, ils peuvent se faire avoir aussi. Je veux dire, les super fakes, ça existe, et malheureusement, il y a même des boutiques qui se sont fait avoir avec des super fakes. Donc, je trouve qu'il y a toutes ces réflexions, alors désolé, c'était un petit peu brouillon peut-être, mais je trouve, voilà, ça devient difficile maintenant en fait, je trouve en fait tout va tellement vite, on est bombardé de tellement d'infos tout le temps partout, on est bombardé de luxe tout le temps partout, enfin surtout quand on est des passionnés, bah, ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux c'est des choses qui concernent notre passion, logiquement, enfin, que ce soit les vidéos YouTube, Instagram et compagnie, que c'est un peu difficile je trouve de se positionner, et en fait on est poussé un peu à la consommation, parce que vu qu'il y a les pièces qui sont là, qui sont rares, qui sont difficiles à obtenir, si elles sont dispo, faut l'acheter tout de suite, donc ouais ça pousse en plus à la conso, et donc bim, on surconsomme, et c'est un peu le cercle vicieux. Voilà, bon alors voilà ma réflexion comme ça. Je vous livre comme ça mes impressions, faites ce que vous voulez avec. Donc bah dites-moi ce que vous en pensez, alors c'est parti un peu dans tous les sens, mais je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Il n'y a pas de conclusion parce que je dis pas que c'est pas bien ou que c'est bien, parce que c'est bien aussi que les marques soient connues, et on reconnaît aussi des savoir-faire et des artistes. Je veux dire, derrière on a les directeurs artistiques, toutes les équipes qui travaillent à la création, toutes les équipes qui travaillent à la fabrication, les artisans, etc. Donc on met en valeur plein de savoir-faire et tout ça, donc c'est bien aussi de valoriser ça et de le mettre sur le devant de la scène. Mais après c'est vrai que quand on voit par exemple Pharrell Williams là qui arrive chez Vuitton, moi je trouve ça cool, enfin je sais pas, je trouve que c'est quelqu'un qui a, je sais pas, une bonne vibe, je trouve il a l'air... Enfin, on sent que c'est un artiste complet. Donc je me dis ça peut être une bonne idée, mais ça va rajouter au côté de démocratisation encore plus du luxe, et où là les gens ils vont acheter parce que c'est Pharrell, oui c'est Vuitton et Pharrell, donc on achète parce qu'on veut une pièce Vuitton et Pharrell, mais où au final l'histoire de Vuitton peut-être ça va être un peu effacé entre guillemets par le côté artiste, enfin je sais pas, après peut-être que je me trompe complètement, hein, c'est vraiment mon avis, et après je pense que je vais être la première quand les collections vont sortir, à me dire tiens j'aimerais bien avoir une pièce faite designée par Pharrell pour Vuitton, enfin vous voyez ça n'empêche pas, mais voilà, donc c'était cette petite réflexion que je voulais avoir avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez, mais ça ne m'empêchera pas évidemment de consommer, de continuer à surconsommer. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que c'était pas trop brouillon, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao.